Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief des questions au gouvernement de ce mardi 21 avril. Des questions au gouvernement toujours dans un format réduit, mais avec davantage de députés que les semaines précédentes dans l'hémicycle. Tous les orateurs étaient présents avec beaucoup de questions sur le déconfinement qui se profile pour le 11 mai prochain. Si Philippe Vigier, le président du groupe Libertés et Territoires, salue la décision du gouvernement d'autoriser à nouveau les visites dans les EHPAD, il demande si d'autres professionnels de santé, comme les psychologues ou les orthophonistes, pourront eux aussi se rendre à nouveau dans les EHPAD. Vous avez pris une bonne décision dimanche soir en disant que dans les EHPAD, et là où il y avait l'isolement, il fallait rompre cet isolement. Mais je vous demande, Monsieur le Premier ministre, de faire en sorte que les kinésithérapeutes, les orthophonistes, les orthoptistes, les psychologues puissent aussi aller voir ces personnes. Les syndromes de glissement sont devant nous. Je vous en remercie. C'est vrai du contact familial et ça doit être vrai au fur et à mesure du temps des contacts professionnels, non pas directement de médecins, parce que ceux-là doivent évidemment et ont toujours continué, mais de tous ceux qui accompagnent les soignants, qui sont eux-mêmes soignants, dans un certain nombre de spécialités que vous avez mentionnées. Nous devons le faire progressivement avec des règles de sécurité évidemment très strictes, mais nous devons le faire, car vous avez raison, les syndromes de glissement se multiplient. Le confinement dans une chambre individuelle pour une personne désorientée, parfois frappée par la maladie d'Alzheimer, parfois frappée par d'autres pathologies, en tout état de cause en situation de dépendance, puisque c'est pour la raison pour laquelle elle est dans un EHPAD, conduit assez largement à des syndromes de glissement. C'est vrai dans les structures collectives, mais c'est vrai, vous le savez, aussi à la maison, dans les logements, dans les foyers. Ce syndrome nous inquiète. Il inquiète l'ensemble des professionnels qui connaissent le secteur. Il faut donc trouver les moyens de garantir la sécurité sanitaire des personnes les plus fragiles en ne les condamnant pas à l'isolement complet. Là, c'est une équation redoutable, Monsieur le Président. Mais nous devons réussir à trouver les solutions qui permettent de la résoudre. J'ai bon espoir qu'avec la mesure qui a été prise s'agissant des EHPAD et qu'avec les mesures de solidarité qui sont prises notamment par les communes, par les CCAS qui font un travail remarquable, par les reprises de contact entre les médecins ou les municipalités avec les personnes âgées, ce lien, ces syndromes de glissement, puisse être dans toute la mesure du possible évité. C'est l'enjeu qui est devant nous, c'est un enjeu de santé publique bien entendu, mais c'est plus que ça, c'est un enjeu d'humanité. Quelles conditions pour un retour à l'école le 11 mai prochain? Jean-Michel Blanquer a présenté ce mardi ses hypothèses devant les députés, mais pour Xavier Breton, député Les Républicains de l'Ain, plusieurs zones d'ombre subsistent. Ce matin, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, vous avez annoncé en commission un certain nombre d'orientations, notamment en termes de calendrier. Cependant, de nombreuses questions restent en suspens. Des interrogations au niveau sanitaire, tout d'abord. Toutes les conditions seront-elles remplies pour organiser l'accueil des élèves, des enseignants, du personnel avec le maximum de sécurité? L'utilisation des masques sera-t-elle requise? Des tests seront-ils réalisés? Et si oui, selon quelles modalités? Comment faire respecter les gestes barrières et la distanciation sociale par les élèves du primaire qui sont les moins enclins à les pratiquer et qui pourtant devraient rentrer les premiers? Je vous le dis très clairement, il y aura un protocole sanitaire. Il sera cohérent avec l'ensemble de la doctrine sanitaire que le Premier ministre explicitera lorsqu'il donnera son plan pour l'ensemble du déconfinement de la France. Et bien entendu, chacun des points que vous avez dit, internat, cantine, transport scolaire, aura été traité, fera l'objet d'un écrit qui sera la condition sine qua non pour que les élèves aillent à l'école, au collège ou au lycée. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'école ou l'établissement n'ouvre pas. C'est très clair. Par ailleurs, ce sera progressif. Ce sont les hypothèses que j'ai proposées ce matin et qui permettent de comprendre comment on peut imaginer des demi-groupes, puisqu'il faut des petits groupes pour respecter les règles de distanciation sociale. Et donc, bien entendu, ces hypothèses, là aussi, sont encore faites pour être discutées, mais il me paraît souhaitable que l'on commence par les classes considérées comme les classes charnières importantes, et puis qu'on continue par la suite. Je l'ai explicité ce matin, mais je reste très ouvert à toutes les propositions qui pourront être faites pour améliorer encore le dispositif tel que nous commençons à l'envisager. Le confinement aggrave les inégalités sociales, selon Clémentine Autain, députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Que faire alors pour aider les plus démunis? Pour elle, le gouvernement n'en fait pas assez. Des Français font des économies pendant la crise sanitaire, d'autres, toujours plus nombreux, font la queue pour obtenir un repas. Peut-être avez-vous vu ces longues files d'attente à Clichy-sous-Bois, devant les restaurants universitaires ou ailleurs. On y découvre un public jeune qui n'est pas habitué à recourir à la solidarité pour manger. Vous proposez pour le 15 mai une aide de 150 € par foyer bénéficiaire du RSA ou de l'ASS, plus 100 € par enfant à charge. Mais le 15 mai, Monsieur le Premier ministre, c'est encore dans 72 repas. Comment vont faire les familles?
Dois-je vous rappeler que le coût du panier moyen a bondi de 89% au début du mois? Moi, je travaille depuis le début de la crise avec les associations de l'aide alimentaire. Vous avez tenu à remercier les bénévoles, à remercier les élus locaux. Je travaille au quotidien avec elles. Nous les aidons notamment à tenir bon parce qu'elles doivent maintenir leur aide alimentaire. Elles doivent parfois rétablir l'aide alimentaire. C'est tous les enjeux que nous travaillons avec Gabriel Attal et la plateforme jeveuxaider.gouv.fr quand elles ont besoin de bénévoles pour pouvoir distribuer, pour pouvoir ouvrir des distributions et des lieux de distribution d'aide alimentaire auprès des étudiants en précarité au sein des résidences universitaires. Et c'est bien en travaillant tous ensemble qu'on apporte une solution. Et dans quelques jours, j'apporterai des mesures très concrètes de financement à ces associations. Et permettez-moi aussi de souligner le travail que porte Julien Normandie avec les chèques services, avec ces 15 millions d'euros plus 5 millions d'euros supplémentaires qui arrivent dès ce week-end pour financer les chèques services à ces personnes qui sont hébergées et qui de fait ne peuvent pas faire à manger et qui vont pouvoir, par le biais de ces chèques services, aller s'acheter à manger. Je vous remercie. Les associations sont elles aussi impactées par le coronavirus et les conséquences du confinement. Bruno Millienne, député MoDem des Yvelines, s'inquiète du devenir des subventions promises par le gouvernement avant la crise. Monsieur le ministre, les chiffres tombent. 2/3 des associations sont à l'arrêt. Une étude récente parle d'une perte de recettes d'activité de près de 1,4 milliard. Nous savons que leurs particularités comptables, que leur fragilité économique font qu'elles rentrent aujourd'hui moins bien dans les cases prévues pour les entreprises. Est-ce qu'un plan de sauvetage est en cours? Est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'à l'image de ce qui se fait dans de nombreuses collectivités, l'État, à travers ses ministères, est au rendez-vous du versement des subventions? Ce que je peux vous annoncer aujourd'hui, c'est que nous travaillons avec le Premier ministre à une circulaire interministérielle qui sera publiée dans les prochains jours, qui demandera à l'ensemble des ministères d'honorer les subventions, quand bien même le projet n'aurait pu avoir été mené. Je vous donne des exemples. Solidarité Sida, qui ne peut organiser le festival Solidays, recevra quand même sa subvention de l'État qui était prévue pour ce festival. Des associations de protection de l'environnement qui réalisent habituellement à cette période le décompte des espèces, qui devaient recevoir des subventions pour cela, recevront leurs subventions. C'est un signal très fort. J'appelle évidemment les collectivités locales et les entreprises mécènes à suivre cette voie parce que nous avons besoin des associations en ce moment. Nous en aurons besoin aussi après ce confinement, évidemment, pour reconstruire. Voilà pour le débrief des questions au gouvernement de ce 21 avril. Dès la semaine prochaine, 75 députés seront présents à l'Assemblée nationale pour un retour à un format plus classique des questions au gouvernement. Quant à nous, on se retrouvera sur les réseaux sociaux pour un nouveau débrief.